finalement l'infection? On est en train de dire que les gouttelettes propagent l'infection. Or, au moment où ces gens rentrent dans le laboratoire, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On leur dit d'enlever leur masque, d'accord? Et là, on leur enfile un coton bien profondément jusqu'à une petite substance, jusqu'à une petite structure qu'on appelle la plaque cribriforme. Pourquoi je vous dis cela? Parce que là, à nouveau, c'est une question que j'ai. Je croyais que les gouttelettes que nous avions étaient porteuses du virus et que donc, en PCR, en génétique, les tests que nous faisions jusqu'à présent étaient en général des tests salivaires et si jamais on avait besoin des cellules, on gratouillait dans la bouche ou un petit peu plus profond dans la gorge. Pourquoi est-ce qu'on va sur cette plaque cribriforme? C'est une question que je pose et la littérature scientifique ne me permet pas non plus de réponses à cette question. La littérature sur la plaque cribriforme montre que c'est une structure qui est étudiée comme étant un moyen, en fait, c'est étudié comme un lieu qui permettrait de passer des nanoparticules, donc des nouveaux modes de thérapie, directement au niveau du cerveau. Bonjour à tous, le court extrait que vous venez de voir en intro est tout à fait dramatique. Au vu de ce qui se passe actuellement, je pense qu'il est temps de faire quelque chose. On a de la vraie, de la fausse information, on ne sait pas trier. Encore hier, sur la chaîne de Silvano Trotta, on apprend que des écouvillons envoyés vierges, avec de l'eau dessus, donc ils sont complètement vierges, sont revenus testés positifs. Donc la question a été soulevée à savoir si ils sont porteurs du virus Covid ou si les laboratoires ont un quota de tests positifs à rendre. Dans les deux cas, de toute façon, c'est déjà quelque chose d'assez dramatique. Mais là, ce que dit Alexandra, le professeur Alexandra, c'est pas une amie, je suis désolé, ça va plus loin. Là, on parle de nanoparticules, on parle d'un test qui n'a pas lieu d'être, puisque si on est infecté, on en a dans les particules qu'on va jeter, dans les gouttelettes qu'on va jeter. Donc un simple test buccal, ou même nasal, mais pas profond, suffirait. Pourquoi on va chercher aussi loin? Et là, elle nous dit qu'une étude a été faite et que le seul endroit pour passer des nanoparticules dans le cerveau, c'est cette petite plaque qu'il y a au fond du nez. Ça passe la barrière hémato-encéphalique. Là, on est dans quelque chose c'était de la science-fiction il n'y a pas longtemps. C'était que les lanceurs d'alerte qui pouvaient parler comme ça. Là, c'est juste un professeur qui émet l'hypothèse. Elle ne dit pas que. Il faut bien entendre ce qu'elle dit. Elle ne dit pas c'est ça, mais elle dit faut s'interroger. D'ailleurs, dans toutes les autres vidéos que j'ai mis là, derrière celle-ci, vous allez voir qu'elle pose et soulève des questions qui sont quand même très intéressantes, ne serait-ce que sur les vaccins de la grippe qu'on nous impose à faire, et de l'interférence virale et d'une possibilité d'orage cytokinique, chose qu'il y a eu en Italie. Il suffira que vous voyez la vidéo un peu plus loin, et elle en parle. Donc cette vidéo, en fait, cette vidéo que je fais est un appel à tous les soignants, docteurs, s'ils ont la possibilité de mettre de côté des écouvillons encore sous plastique, il faut des écouvillons vierges, et de me les envoyer. Moi, je me propose, sur mes deniers personnels, de faire ces tests, parce que je pense qu'il faut vraiment enlever ce voile, à savoir, est-ce qu'il est vrai qu'on peut introduire des nanoparticules avec ça? En fait, ça, c'est vrai, puisque c'est une étude qui est faite, mais est-ce qu'il y a des choses sur ces écouvillons? La partie du virus ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a le Covid-19 sur l'écouvillon? Ne m'intéresse absolument pas. En revanche, est-ce qu'il y a des nanoparticules? Et quelles sont ces nanoparticules? Est-ce que c'est de l'aluminium? Est-ce que ce sont des choses un peu plus complexes? Et qu'est-ce que ces nanoparticules peuvent faire avec la résonance de la 5G? Il n'y a que ça
qui m'intéresse. Je suis complètement estomaqué de ce que j'entends depuis ces derniers jours, quand on voit qu'il y a eu l'arrestation du docteur Heiko Schröning, alors c'est un Allemand, je prononce peut-être mal son nom, où a été saisi, donc il a été relâché très peu de temps après son arrestation, mais déjà la question est soulevée. Pourquoi cette personne se fait arrêter? Il n'y a aucune raison. Et pourquoi est saisi son portable téléphone portable et son portable ordinateur? La question est soulevée. Qu'est-ce qui intéresse? Alors, ça a été dit aussi hier dans la vidéo de Silvano Trotta, c'est que finalement, qu'est-ce qu'il y a dans un téléphone, si ce n'est que tous les contacts et toutes les personnes avec qui il pourrait monter un front populaire contre cette dictature des États. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ce n'est pas la censure d'une personne. Ils veulent couper l'intégralité des personnes qui parlent. On le voit sur la censure de YouTube, on le voit sur tout ce qui se passe, quoi. Il est peut-être temps de bouger. Un philosophe a dit, et écrit surtout un jour, pour que le mal gagne, il ne suffit que de l'inaction des gens de bien. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens de bien que de gens de mal. Mais leur inaction fait que les gens de mal peuvent passer absolument tout ce qu'ils veulent. Alors, gens de bien, aujourd'hui, réveillez-vous. Bonjour à tous, pour le Zoom, aujourd'hui je reçois Alexandra Henrion-Côte. Bonjour madame. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je vais vous présenter, ça va être un peu long parce que vous avez de nombreux titres, mais je vais m'y appliquer. Généticienne, spécialiste de l'épigénétique, on en dira quelques mots. Ancienne directeure de recherche à l'INSERM, actuellement directeur de l'Institut de recherche Simplissima et également membre du comité éthique Île-de-France qui a été monté donc dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique. Est-ce que j'ai tout dit? Le fameux petit pangolin. Voilà. Alors, on a vu il a eu bon dos, le pangolin. On a vu aussi qu'il y avait d'autres théories, d'autres hypothèses. C'est d'ailleurs ce qu'a mis en avant le professeur Montagnier. On en a beaucoup parlé, puis plus du tout. C'est l'hypothèse d'une manipulation génétique. Alors, on imagine bien que dans ce type de laboratoire de haute sécurité, je vais essayer d'éviter les acronymes, moi aussi, on y manipule notamment des vaccins dangereux, évidemment. Est-il donc possible d'imaginer, là encore on imagine, est-il du domaine du possible que le Covid-19 soit issu d'une manipulation génétique? Alors tout d'abord, Élise, je vous trouve bien curieuse, parce que les scientifiques, on a l'impression qu'on a complètement déserté ce niveau-là d'investigation, que pourtant Didier Sicard disait il est très important que nous ayons une piste à peu près solide sur l'origine de ce virus. Alors ça, c'est tombé complètement aux oubliettes, et donc je suis très contente que vous en reparliez, parce que je pense que c'est important, parce que aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à vos questions. Quelle est l'origine de ce fameux virus? Première hypothèse, celle d'une survenue naturelle de mutation dans un coronavirus qui aurait évolué et qui aurait donné ce fameux SRAS-CoV-2. Ça, c'est une première hypothèse et qui aurait donc infecté des animaux et qui serait passé à l'homme. Deuxième possibilité, quand on regarde la séquence du génome de ce virus, on est immédiatement interpellé par l'existence de petites séquences qui sont un petit peu comme des petites signatures d'autres séquences qu'on connaît par ailleurs et qui confèrent des fonctions, qui donnent la possibilité à la machinerie des cellules de faire des choses avec ce fameux virus. Parce qu'un virus, c'est pas un être vivant. S'il est tout seul et qu'il bouge pas, il n'est pas capable de se répliquer. Il a besoin de vous infecter pour pouvoir être répliqué. Donc il a besoin de votre machinerie cellulaire. Et là, ce qui est intéressant avec le SRAS-CoV-2, c'est que l'existence, il y a une petite séquence, pour moi, entre S1 et S2, qui est unique au SRAS-CoV-2.
dans l'alignement qui peut être fait sur tous les coronavirus dans toutes les espèces animales et humaines, donc on pourrait se dire, c'est arrivé par hasard, c'est un nouveau virus. D'abord, il est arrivé très miraculeusement à la jonction de deux segments de protéines S1, S2. Donc là, c'est déjà l'endroit est quand même particulier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est entre deux messages. Et donc, si jamais je donne une fonction entre ces deux messages, je vais pouvoir, par exemple, faire une coupure, ce qui est le cas, qui, du coup, donne à la capacité... Coupure tombe bien. La coupure tombe bien. Voilà, la mutation est opportune. Et qui plus est, à la limite, on pourrait se dire c'est par hasard, c'est tombé dedans. Mais l'autre chose qui est vraiment étonnant si on pense à une évolution naturelle, c'est qu'elle donne une fonction chez l'homme d'être reconnu par la machinerie humaine et justement, du coup, d'être possiblement répliqué. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on ne peut jamais exclure une évolution naturelle, mais véritablement, quand on regarde la séquence, ce qu'il y a de plus probable, c'est quand même un engineering, une manipulation que l'homme aurait fait pour créer des fonctions. En tout cas, il ne se serait pas pris autrement. Alors, qu'on comprenne bien, donc, il est possible que ça vienne de mutations qui viennent de l'animal. Il est aussi probable, voire plus probable, que ce soit issu d'une manipulation humaine. Pour autant, cela ne signifie pas que la manipulation humaine avait pour but de créer une pandémie mondiale, comprenons-nous bien. C'est exactement cela, et c'est pour ça que j'aime pas trop parler de l'origine du virus, puisqu'on est encore au stade de supputation, et que des façons de sortir d'un virus, elles peuvent être quand même multiples, même dans des laboratoires P4, parce que, encore une fois, l'erreur est humaine, et nous l'avons vu à Lyon. Et quand on arrive à avoir un SDF à l'intérieur d'un laboratoire, on peut imaginer qu'un virus se faufile à l'extérieur. Une étudiante, peut-être en phase en doctorante ou autre, ou même quelqu'un de plus expérimenté, fatigué, des erreurs peuvent être commises. Et je peux vous dire que des animaux génétiquement modifiés sont sortis de nos enceintes de laboratoire, alors même qu'on avait des enceintes qui devaient ne pas permettre qu'ils s'en échappent. Mais parlons, vous l'avez déjà sous-entendu, parlons évidemment de la question vaccinale, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de vaccins qui viennent tout juste de naître, alors que l'épidémie de Covid-19, finalement, a fait naître un virus qu'on ne connaissait pas il y a 6 mois. On a déjà des vaccins qui commencent à circuler et qui commencent à être testés. Il y en a au Brésil, il y en a également en Afrique du Sud. Quel regard portez-vous là-dessus ? Un regard terrifié. Terrifiée pour plusieurs raisons. Elles sont nombreuses, les raisons. Je vais essayer de mettre de l'ordre dans la foultitude de raisons. Alors, il y a peut-être un premier aspect par lequel j'aurais dû commencer, si je peux me permettre. C'est une étude dont vous m'avez parlé, notamment, avant de commencer cet entretien, qui mettait en avant la question du vaccin contre la grippe, notamment, mais aussi contre la méningite, dans certains secteurs de l'Italie, qui laissent transparaître des éléments troublants. Oui. Et je pense que c'est toujours intéressant d'essayer d'avoir des hypothèses sur tout. Donc l'hypothèse sur l'histoire, l'origine du virus, vous l'avez traité, mais l'hypothèse concernant la surmortalité dans le fait qu'une région du nord de l'Italie, qui est une région hautement avancée sur le plan, enfin est très comparable, on va dire, à une ville comme Paris, et on compte les 2/3 des décès de toute l'Italie.
Donc là, c'est vrai que ça doit alerter. Alors, est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus âgés dans cette région-là que dans d'autres régions? En fait, tout cela coexiste. Hein, quand je vous dis est-ce que il y a une surpollution, ils sont plus âgés. C'est la zone de Bergame, si je ne me trompe pas. C'est la zone de Bergame. Est-ce que c'est parce que ils ont des origines ethniques particulières, étrusques, avec des facteurs de coagulation, des haplotypes différents? Ça existe aussi. Est-ce que il y a un lien en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand on a parlé du lorage cytokinique. Lorage cytokinique, c'est un bien grand mot pour dire qu'en fait, il y a le système immunitaire part en explosion, exactement, et on arrive à un orage cytokinique typiquement quand on fait une interférence virale. C'est quoi une interférence virale? C'est que y a des virus ou des bouts de virus qui vont se rencontrer au sein d'un même organisme. Et là, il y a une espèce de phénomène d'amplification, un peu comme l'inflammation est délétère. Et bien là, peut être délétère, parce qu'elle fait aussi partie du processus de cicatrisation. C'est cette inflammation, amplification de la réponse peut être délétère. Et donc, en fait, c'est les Italiens du Nord. L'OMS avait regretté en 1980, je crois que ils ont publié en 99 et que leurs études dataient de 95, que l'Italie du Nord étaient des méchants étrusques récalcitrants qui ne se faisaient pas vacciner contre la grippe. Et cette année, alors là, il y en avait plein les médias, ils étaient extrêmement contents parce qu'ils avaient eu 185 000 doses, ils avaient vraiment vacciné à un très haut niveau la population des plus de 65 ans en Italie. Ça, c'était en fin octobre. Vous pouvez trouver tout cela. 2019. Et puis, en janvier 2020, là, on leur dit, oh là là, il y a des cas de méningite qui arrivent. Donc, bam, à nouveau, vous vous faites vacciner contre la méningite. Et là, finalement, simultanément, puisque d'après le docteur, alors je ne me souviens plus de son nom, le docteur Remuzzi, qui est co-auteur quand même d'un récent article dans Lancet, lui dit que le virus on pourrait parler déjà... de Lancet aussi, du coup, maintenant. Le virus sévissait déjà depuis octobre 2019, vu les spécificités de la pneumonie clinique qu'il a pu analyser. Eh bien, donc vous voyez un petit peu cette population âgée qui se retrouve dans un contexte idéal d'interférence virale. Et là, plus forte raison que personne n'a jamais nié finalement que quand on administrait un vaccin, il fallait le faire sur un organisme sain. En bonne santé, exactement, même si on a tendance à l'oublier. Ou de la même façon, lorsque vous avez été vacciné, il est important que vous ne rencontriez pas un virus dans la foulée parce que vous avez ce même phénomène qui peut survenir. Et il y a cette étude dont vous parlez, qui est effectivement très intéressante, de l'armée américaine, qui a repris plusieurs milliers de patients non vaccinés et vaccinés, et qui a regardé finalement la survenue d'infections respiratoires, autres que la grippe. Moralité, lorsqu'on regarde ces études, on doit au minimum discuter sans plus attendre de l'indication qu'il y a à vacciner notre population âgée cette année, où on sait que le Covid circule encore, même si l'épidémie dans son cycle est terminé, le virus circule encore, parce que sinon on a une chance, d'après ces études, d'augmenter 1,5 fois à 2 fois la possibilité d'avoir certaines infections respiratoires, et notamment véhiculées par le coronavirus. Donc, vous voyez, ça fait partie de ces choses que j'aimerais voir discuter. Parce que, évidemment, personne n'a la solution, ni moi, ni personne. Mais au minimum, on doit en discuter pour rapporter peut-être des éléments de la littérature que les uns ou les autres, auxquels les uns et les autres sont confrontés. Donc,
Je suis ravi de vous retrouver pour une émission exceptionnelle. Notre invitée d'aujourd'hui, Alexandra Orioncode, généticienne. Merci d'être avec nous. Je vous ai invité suite à votre excellente intervention chez nos confrères de TVL. Le lien de la vidéo est dans la description. La vidéo a fait plus d'1 million de vues. Suite à cette vidéo qui a fait le buzz, on vous accuse de propager des fake news, d'être complotiste. Pourquoi ces accusations? Finalement, l'infection. On est en train de dire que les gouttelettes propagent l'infection. Or, au moment où ces gens rentrent dans le laboratoire, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On leur dit d'enlever leur masque, d'accord? Et là, on leur enfile un coton bien profondément jusqu'à une petite substance, jusqu'à une petite structure qu'on appelle la plaque cribriforme. Pourquoi je vous dis cela? Parce que là, à nouveau, c'est une question que j'ai. Je croyais que les gouttelettes que nous avions étaient porteuses du virus et que donc en PCR, en génétique, les tests que nous faisions jusqu'à présent étaient en général des tests salivaires et si jamais on avait besoin des cellules, on gratouillait dans la bouche ou un petit peu plus profond dans la gorge. Pourquoi est-ce qu'on va sur cette plaque cribriforme? C'est une question que je pose et la littérature scientifique ne me permet pas non plus de réponses à cette question. La littérature sur la plaque cribriforme montre que c'est une structure qui est étudiée comme étant un moyen, en fait, c'est étudié comme un lieu qui permettrait de passer des nanoparticules, donc des nouveaux modes de thérapie directement au niveau du cerveau.